Coucou les gars! Aujourd'hui on révise globalement la biomécanique du rachis en essayant de ne pas pleurer. Pour commencer, les généralités. C'est un ensemble polyarticulé, 120 articulations et 33 vertèbres. Nous avons cette vertèbre cervicale, C1 étant atlas et C2 axis. On peut se servir de l'ordre alphabétique pour mieux s'en souvenir. 12 vertèbres thoraciques. 5 vertèbres lombaires. 5 vertèbres sacrées qui sont fusionnées. Le rachis assure 4 principales fonctions. Tout d'abord l'évolution, en effet, à la naissance le bébé naît avec une syphose globale correspondant à la courbure primaire. Puis, à son premier lever de tête apparaît la courbure secondaire. Enfin, lorsqu'il peut se tenir debout nous aurons la dernière courbure qui est la lordose. Il va assurer également la statique, la dynamique avec les courbures concaves ou lordosées et la protection pour les courbures convexes ou syphosées. Il est en rapport avec les deux ceintures pelviennes et scapulaires mais également avec tout le corps. Les disques intervertébraux ou DIV sont des amortisseurs passifs composés d'un anneau fibreux et d'un noyau pulpeux. Ils sont ancrés très fortement sur les corps vertébraux, ils ne glissent donc pas. Il y a une compression constante sur les DIV, même sans contraintes ajoutées. Lorsqu'il y en a une, la pression va augmenter, il y aura une perte de hauteur et un gain en longueur. Lorsqu'il y a une contrainte en traction, il y aura cette fois-ci une baisse de la pression. Au niveau de leur déplacement. En flexion on pourra remarquer que la partie postérieure des corps vertébraux et les processus articulaires postérieurs s'écartent alors que la partie antérieure des corps vertébraux se rapproche. Le disque part donc en arrière. Pour l'extension, c'est tout simplement l'inverse de la flexion. Le disque partira en avant. On remarquera alors qu'il part là où il y a de la place. Au niveau du mouvement, il est très important de comprendre que l'os se crée avec les contraintes mécaniques. Elles ne sont donc pas toujours mauvaises. On retrouvera alors compression, cisaillement, traction, torsion et enfin flexion. Au niveau lombaire, nous avons une meilleure résistance qu'au niveau cervical, c'est la loi de Wolff. Ces contraintes varient selon la vitesse, durée, charge et fréquence. C'est cela qui va déterminer si c'est physiologique ou pathologique. Ensuite, nous pouvons voir en bas à gauche un tableau des amplitudes globales de Kapandji. Nous pourrons alors surtout remarquer que les amplitudes diminuent vers le bas. Les côtes sont un frein au mouvement. L'anatomie des lombaires sont un frein à la rotation. Plus on descend, plus on veut que ce soit stable. Parlons ensuite des côtes. On constate une triple courbure de celle-ci les rendant obliques surtout vers le bas. Cela permet la restitution des contraintes et un potentiel de déformation sauf au niveau de la première côte et des côtes flottantes. Elles ont donc pour caractéristique d'être plastiques et élastiques. Le sternum est un bouclier antérieur qui s'articule de la première côte à la septième. Nous avons deux caissons, un abdominal et un thoracique. Au niveau de l'inspiration, il y aura une augmentation du diamètre du thorax avec un abaissement du diaphragme qui va s'appuyer contre les viscères. Pour l'expiration, il y a une diminution du diamètre du thorax avec élévation du diaphragme. Pour les muscles, il faut retenir un principe très important qui est que la fonction des muscles peut changer avec l'entraînement. Nous avons des fibres qui permettent une certaine facilité pour une fonction spécifique mais l'entraînement peut moduler cela. On retrouve le petit et grand losange aponevrotique qui sont des tissus conjonctifs et permettant de garder une position longtemps avec une faible consommation d'énergie. Plusieurs classifications possibles, ici je vous présente la classification fonctionnelle composée de muscles phasiques, précis, rapides, mais occasionnels coûteux en énergie. Ils sont plutôt longs et en superficiel comme le trapèze inférieur, rhomboïde, les dorsaux et abdominaux. Et les muscles toniques, fonctionnement permanent, automatisé peu coûteux en énergie. À l'inverse ils sont plutôt courts et profonds. En muscles toniques on pourra retrouver l'iliopsoas par exemple, ou les spinaux au niveau des faisceaux profonds. Une partie un peu relou ce sont les mesures. Il y en a 3 principales. L'indice rachidien de Delma pour l'importance des courbures rachidiennes, hauteur du rachis divisé par la longueur. Sachant que la longueur prend en compte les courbures. Pour les résultats, inférieurs à 94%, les courbures sont accentuées, type dynamique. À 95%, intermédiaire.
Si le patient est supérieur à 96%, les courbures sont redressées, c'est un type statique. Deuxièmement, les types morphologiques de Roussoulis pour prévoir le risque pathologique du patient lié à son évolution selon sa pente sacrée, PS, et son indice pelvien, IP. On parle bien de tendance, ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Le premier type a une PS inférieure à 35 degrés avec un rachis plutôt court. Il va avoir une tendance à la kyphose thoracolombaire. Le type 2 est pareil mais avec un dos plat. Il aura des tendances à la compression. Le type 3 est équilibré. Le type 4 a une PS supérieure à 45 degrés et tendra à un spondylolisthésis dégénératif. Troisièmement, la pelvimétrie de Duval-Beaupère va nous montrer l'impact de la lordose selon la formule suivante. L'important est alors de comprendre qu'un sacrum verticalisé va redresser la lordose et un sacrum horizontalisé va l'augmenter. Enfin parlons un peu pathologie. Pour rappel, le rachis est en rapport avec tout le corps donc tout l'impact. Cependant on peut regrouper les pathologies les plus fréquentes selon l'aspect médical. En rhumato nous retrouvons l'arthrose, spondylarthrite ankylosante, spondylolisthésis dégénératif et l'ostéoporose. En neuro est connu le syndrome de la queue de cheval et les myélopathies. En traumato on retrouve les entorses fractures, luxations les lésions de la moelle et les paras tétraplégiques. En orthopédie il y a la fameuse scoliose, kyphose et les épiphysites de croissance. Enfin au niveau pneumo et cardio ce sont toutes les personnes opérées que ce soit dû à une sternotomie, thoracotomie, à la curarisation et plein d'autres choses. Et voilà c'est finito pipo pour ce petit récap sur la biomécanique du rachis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gros bisous.